Studio Balado. Bonjour, c'est Rokia Bamba pour Sororité, Conversation with My Sisters, le podcast au service de la parole sororale du studio Balado. Une fois par mois, je vous invite dans mon podcast Talk Show à découvrir deux femmes flamboyantes, deux femmes engagées dans la cité, deux femmes artistes qui ne se connaissent pas, mes sisters, Catherine Le Goff et Julie Menuge. L'émission est enregistrée en public dans des lieux culturels bruxellois. Nous sommes aujourd'hui dans un lieu splendide. Nous sommes dans la cour intérieure de la maison du spectacle La Bellone, au pied, en face d'une façade majestueuse. Un bijou baroque bruxellois à l'histoire mouvementée. Le lieu a abrité des femmes rebelles, Olympe Mancini, nièce de Mazarin et Marie de Médicis, toutes les deux en exil à Bruxelles. La Bellone, aujourd'hui, est un lieu dédié à la recherche et à la réflexion, un outil de dramaturgie pour les artistes du secteur des arts scéniques. Merci à toute l'équipe de nous accueillir. Merci au public présent. Rokia Bamba, Sororité, Conversation with My Sister. Bonsoir Catherine Le Goff. Bonsoir. Bonsoir Julie Menuge. Bonsoir Rokia. Je vous remercie d'accepter cet échange. Catherine Le Goff, elle est flamboyante. C'est à 25 ans qu'elle s'est lancée dans le dessin. Bloquée par une maladie invalidante, elle a été influencée par les milieux de l'art underground et de l'art brut, tant pour oser s'y mettre que par goût pour le style spontané et en lien direct avec l'émotion. Ce sont d'abord de grands dessins au pastel gras qui en sont sortis, mais depuis quelques années, elle consacre beaucoup de temps à la gravure sur bois et lino. La gravure est devenue le contrepoint de sa pratique de cinéma d'animation, qui est beaucoup plus lente. Sur la plaque, Catherine Le Goff esquisse et décide rapidement où elle va laisser des blancs, des noirs, et comment l'image se compose. Julie Menuge est flamboyante. En surcyclant des textiles vintage et artisanaux de toutes les couleurs, Julie Menuge crée des pièces uniques, confectionnées à la main à Bruxelles. Artiste précoce et autodidacte, elle suit des études secondaires en art appliqué à Roubaix, avant de venir s'installer à Bruxelles en 2002 pour étudier le stylisme, puis le design textile à La Cambre. Elle y approfondit sa passion pour le langage et l'histoire des tissus, les motifs, techniques et multiples savoir-faire. Après différentes expériences professionnelles dans la haute couture et le monde du spectacle, Julie Menuge a travaillé pour Jean-Paul Gaultier à Paris et habille de nombreux artistes pour leur tenue de scène. Elle dirige aujourd'hui son propre atelier de création depuis 2011. La créatrice gère l'entièreté du processus de travail, du design à la production jusqu'à la distribution. Petite citation. Tout pourra arriver quand être une femme ne voudra plus dire exercer une fonction protégée. Virginia Woolf, artiste, écrivaine. À 14 ans, je rencontre le médium radio. Je vais voir mon père pour la première fois se révéler autrement devant moi. Quand il est invité dans une émission pour parler de pays qui l'ont vu naître, la Côte d'Ivoire et le Mali. Je me suis sentie fière d'appartenir à mon clan familial. Et vous ? Quel a été le moment dans votre enfance où vous vous êtes senti fière d'appartenir à votre clan familial ? Vas-y, je me lance. Julie Menuge. Merci pour cette question, Rokia. Je me suis sentie fière vis-à-vis de ma grand-mère. C'est à elle que je pense quand tu parles de clan familial.
Et à cause de cette transmission, tu vas faire avec ce qu'il y a. Tu veux coudre, moi j'ai pas choisi de coudre. Moi j'ai dû faire ça parce que c'était pas un métier valorisé. Mais fais-le, si ça t'appelle, fais-le. Et en fait, de l'apprendre comme elle l'a appris. Avec les restes, en fait. Là, ma grand-mère, elle est à brocante. On récupérait les trucs des encombrants. Elle me ramenait des trucs tout dépareillés et tout ça. Et c'était très bien, en fait. Aujourd'hui, on appelle ça de l'upcycling. C'est très à la mode et tout. Mais en fait, c'est faire par nécessité. Parce que c'est une génération qui a connu la guerre et il fallait faire. C'est pas comme si tu pouvais aller acheter un coupon de tissu à la boutique. Et du coup, en fait, moi, c'était même pas. J'en avais pas conscience quand j'étais gamine, en fait. C'est un truc que j'ai réalisé en grandissant, évidemment. Que, en fait, avoir appris à faire. Ça venait pas de nulle part. C'était un truc. Il y a des trucs que tes anciens, ils essayent de te transmettre consciemment. Et ça prend pas forcément. Et il y a des trucs qu'ils veulent surtout pas que t'attrapes, et puis toi tu vas les chercher. Ben, c'est mon cas en fait. Voilà. Wow. Ben, ouais, sur faire par nécessité. Puis il y a un autre truc qui est censé être moins positif. C'est ma mère qui se moque de moi avec ça, parce qu'elle dit, toi tu déménages tout le temps, tu sais pas te fixer d'un endroit à l'autre. Elle dit, c'est parce que t'as une ancêtre qui est gitane, voilà, elle s'appelait Lisa Yoko. et elle se fout de ma poire avec ça, parce que moi je l'ai jamais connue, cette personne. Elle dit, mais non, mais en fait, regarde, t'as chopé le gène, débrouille-toi avec ça, quoi. Fais tes clics, tes claques, maintenant tu sais pas te fixer à un endroit. C'est pas grave, à Bruxelles, on peut encore tourner longtemps. Il y a 19 communes, je crois. Enfin, j'ai pas encore tout testé. Donc tu as déménagé beaucoup de fois. Ah ouais, beaucoup. J'ai beaucoup de quartiers différents. J'ai une accroche parce que j'ai bougé dans la ville, en fait. Mm-hmm. C'est pour ça que j'arrive pas à décoller d'ici. Je décolle, mais je décolle pas. Enfin, je fais 3 pas et puis je reviens. Et tu me parles donc de ta grand-mère, mais vers quel âge, justement, elle te transmet Et tu es où, à ce moment-là ? Je suis au village, parce que moi, j'ai grandi à la frontière franco-belge, donc à 20 minutes de Mons, entre Mons et Maubeuge. Et donc, ouais, il y a de village en village, il y a plein de brocantes là-bas. Et du coup, vers l'âge de 10-11 ans, je commence à coudre à la main sur des chutes de tissu, en fait. Alors du coup, dès qu'il y avait des chiffons, c'était pour moi. Et en fait, ma collection de tissus, elle a commencé, j'avais 10-11 ans. Elle a fait que croître et évoluer avec le temps. Waouh. C'est étrange parce que ce que tu dis, on le retrouve aussi quand on rentre dans ta boutique. Il y a cette fameuse collection de tissus que tu as, je sais pas, choisi, chiné, glané, ouais. Et ça fait, c'est une, je pense même que ça fait partie de ta personnalité en fait, que c'est toi. Patchwork la vie. Voilà, c'est ça. Génie Menuge, patchwork. Patchwork la vie, ouais. Et donc tu me dis, tu as 10 ans à peu près. Ouais, 10-11 ans. Mm-hmm. Et du coup, effectivement, patchwork ou faire avec les morceaux. Et je sais même pas si je trouvais ça beau. Enfin, oui, je trouvais cool de pouvoir faire quelque chose de nouveau avec un truc qui était bon pour jeter. Et puis quand je me suis rendu compte qu'il y avait de quoi en être fier, c'est quand ma grand-mère, elle dit, moi j'adorais faire ça en fait, pouvoir avoir produit un truc à partir de rien. Ouais, c'est ça. Waouh. Catherine. Ah, moi. À toi. Alors, je suis une grosse copieuse parce que en fait, je pense que le clan dont j'étais le plus fière, ça date de quand j'étais gamine aussi, et c'était aussi chez ma grand-mère. Mais elle m'a pas transmis directement quelque chose que j'ai
garder maintenant, c'est plus au niveau du sentiment, c'est mes origines bretonnes. Et c'est pas du tout pour vendre ce que je viens de finir, le travail que je viens de finir, mais j'en suis encore remplie parce que je viens de faire un livre sur ma grand-mère. J'ai fait des petites gravures, des aquatintes sur métal qui la représentent. Et j'ai essayé de j'ai pas demandé du tout à ma famille quels étaient leurs souvenirs. Je me suis plongée dans mes souvenirs de quand j'avais entre 4 et 7 ans, donc toute petite, et quel était un peu ce background, tout ce qu'elle m'avait laissé de souvenirs de quand j'étais toute petite. Alors la vie à la campagne, très rurale, dans un milieu très rural en Bretagne, et c'était nourrir les poules, jouer à la dinette au bord du puits, prendre le bain dehors dans un baquet, aller aux toilettes au fond du jardin, dans une cabane. Enfin, toute cette vie rurale dont j'étais très fière. Petite, j'étais très fière. J'étais moins fière de mon clan familial nucléaire, comme ça, parce que dans ma famille, ils étaient tous profs, ils s'en vantaient pas mal et tout. Moi, je suivais moins ça, mais par contre, la vie à la campagne chez ma grand-mère quand j'étais toute petite, oui, ça c'était très précieux. Et ça allait rester puisque je viens de faire un petit bouquin là-dessus. Et me plonger dans ces souvenirs, ça a été du bonheur. Ça m'a rempli de tendresse, de douceur. Je sais que j'ai tendance parfois à faire des projets un peu avec la rage au ventre. Quand je fais mes projets sur l'hôpital, là, c'est carrément la grosse colère qui remonte et qui me fait travailler. Mais là, c'était vraiment de la douceur, et de la fierté, de la reconnaissance pour cette grand-mère et tout ce qu'elle m'a laissé. Et pour ma famille aussi, parce que je les remercie de nous avoir emmenés en vacances là quand on était gamine et de nous avoir fait vivre ces moments. Donc ça remonte à très loin. Et cet hommage tombe à point nommé pour toi? Tu l'aurais fait avant ou quand dans ton parcours créatif tu lui aurais rendu hommage? Ça a été une nécessité? Alors, je ne sais pas si c'est un lien. Mon père a toujours parlé de faire un travail sur son enfance. Alors, il voulait écrire ses mémoires sur son enfance. Alors, est-ce que je l'ai fait pour lui, pour le faire? Parce que c'était mes souvenirs à moi dans cette Bretagne rurale. Je ne sais pas, j'en avais pas l'idée avant. C'est venu comme ça. Maintenant, peut-être parce que j'ai accès à plus de douceur qu'avant. Autrefois, je travaillais plus dans la rage. C'était plus mon moteur. Et j'ai un peu changé. C'est bizarre, hein? Non, c'est normal. C'est l'âge peut-être. Ouais. C'est peut-être mon âge qui fait ça. Je ne sais pas. C'est la maturité, tu crois? Ouais. Et les cheveux blancs. Comment ça m'est venu? Je ne sais même plus. Hein. Je peux même plus dire comment ça m'est venu. Mais quand je m'y suis mise, c'est devenu évident. C'était vraiment un hommage que je devais rendre à ma grand-mère, et c'est devenu une évidence. J'ai fait des gravures, j'ai continué à l'académie à laquelle je vais, parce que j'ai toujours accès à des bonnes presses là-bas, et un bon enseignement aussi, des super conseils de profs. Allez, je continue, je fais des petites aquatintes. Toujours ma grand-mère. Quelle est justement on va entrer dans le vif du sujet, on va quitter l'enfance et là on se retrouve dans votre vie active, de femme active, et comment est la réalité de votre vie professionnelle et surtout dans votre parcours créatif. Ça fait mal. Catherine. Catherine Le Goff. Je pense que Julie et moi, on n'a pas le même parcours, mais je peux pas préjuger de ça. Mais en fait, j'ai un parcours qui est un peu chaotique parce que j'ai des moments de création comme ça qui sont assez solitaires.
très solitaire même. Quand on parle de cinéma d'animation, n'en parlons pas. On passe des heures à animer dans une grande solitude. Heureusement, j'ai toujours eu l'aide de Grafouille pour faire mes films. Et c'était des super équipes qui m'aidaient, qui me bottaient le cul aussi parce que j'en avais vraiment besoin. Donc il y a ces moments de grande solitude et après des moments où comme ce soir par exemple, on est sur la sellette et puis on montre son travail. Donc c'est assez chaotique, c'est vraiment en opposition quoi. Et les moments de création, je dois vraiment me forcer, je dois me discipliner parce que sinon je pourrais me laisser un petit peu abattre quoi. Donc heureusement jusque-là j'ai toujours trouvé le ressort pour être portée par des thèmes, par des envies, par des thèmes à créer, à traiter. Mais je doute, je suis quelqu'un qui doute très fort. Je suis capable de remettre en question mon travail et de me dire oh là je vais arrêter et puis finalement oh non, je suis embarquée puis maintenant que je fais ça je me dis allez je peux plus arrêter. Mais j'ai la chance, franchement j'ai de la chance parce que les dernières années, depuis que je fais de la gravure notamment, les expositions sont venues de manière régulière, naturelle. J'ai pas dû chercher spécialement. J'ai exposé un parcours d'artiste, hop, quelqu'un me dénichait, me proposait une autre expo. Enfin, tout s'est enchaîné assez heureusement et aussi en adéquation avec ma santé parce que j'ai des problèmes de santé. En adéquation avec mon rythme. Donc ça, j'ai eu vraiment de la chance. Ouais. Voilà. Et ça, tu l'as trouvé tout de suite, ce rythme, comme tu le dis Non, ça fait une dizaine d'années que j'ai vraiment ce rythme. Le métronome a bougé. Voilà. Même si je me plains parfois que mes moments de création, dans mes moments de création, je pourrais, par exemple, être plus efficace. Mais sinon... depuis une dizaine d'années, les expositions viennent à point nommé pour me relancer, pour me stimuler, pour aussi des rencontres avec des gens. Enfin, parfois c'est vraiment des hasards. Les hasards sont bienvenus. Ouais. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Le hasard fait vraiment bien les choses. J'aime bien le hasard. Et toi ? Mais je suis assez d'accord avec la notion de zigzag et de doute. En fait, le parcours professionnel, c'est que des petits allers-retours, en fait, et des remises en question régulières. Et des fois, tu commences avec une certaine idée de comment tu devrais faire les choses, surtout quand tu donnes tout pour avoir accès à une école. Enfin, moi, dans mon cas, c'est une école assez élitiste. C'est la Cambre. C'est quand même un immense privilège d'avoir eu accès à un diplôme de cette école-là. Mais même comme ça, enfin, ça garantit pas tout, du tout. Moi, j'ai changé d'orientation dans mon parcours. J'ai commencé avec stylisme et puis j'ai bifurqué vers le design textile. Au plus j'apprenais, au plus je redirigeais mon trajet en fait. Et quelle est la différence entre le stylisme et le design textile justement ? Mais le stylisme, c'est d'office, tu vas bosser dans la mode, tu vois, tu vas créer des vêtements, tu vas bosser pour la mode. Et le design textile, en fait, tu plonges dans la matière même en fait. Tu vas comprendre comment on fait le tissage, tu vas comprendre tous les différents... Tu vas toucher. Ouais, et puis t'es pas forcément obligé de faire de la mode. Enfin, moi, j'ai une histoire d'amour-haine avec la mode. Beaucoup d'allers-retours comme ça. Et parce que je rentre pas vraiment dans les clous. Alors, tu dois construire tes clous toi-même. Et c'est pas... Allez, c'est... Faut y croire très très fort, quoi. Pour te dire, je vais le faire quand même. Ouais, mais non, t'es pas... Tu vois, j'ai jamais collé à cette ambiance mode. mais en découvrant un autre aspect du métier, une autre façon de faire, j'ai trouvé ma place, mais même là... C'est plein d'allers-retours. Parce que je suis venue à ces métiers-là par l'amour du faire, par mes mains, en fait. Mes mains dans la matière, par l'amour de l'artisanat,
voilà, enfin, plus que pour tout le reste. Et ton expérience avec Zulibet Roulibet, ouais. C'est un des premiers stylistes noirs à avoir percé en France. Et d'origine malienne. Voilà. Et que dire, il a fait du surcyclage ou de l'upcycling avant tout le monde, en fait. Roulibet, je l'ai jamais rencontré. Ah, j'ai cru que je lui ai fait une déclaration d'estime. Parce que c'est marrant que tu me parles de Roulibet parce que effectivement, même si j'ai jamais été trop mode, lui c'est une de mes premières expériences émotionnelles au niveau mode. Je me souviens d'une campagne Roulibet, mais on parle des années 90. J'avais dû craquer toute ma tirelire pour aller me payer un de ces magazines de papier glacé. Et puis t'avais Rossi de Palma qui me posait, elle était grimée en vert de la tête aux pieds avec les cheveux peignés comme ça et c'était. Et moi j'ai toujours un peu frôlé comme ça cet univers de famous fashion du bout des doigts, mais sans jamais faire partie du truc. C'est ça. Et ton expérience chez Jean-Paul c'était. Tu l'as frôlé. Je suis pas restée très longtemps. Je suis restée quelques mois et autant ça m'a donné confiance en moi. J'avais 22 ans et autant en fait je flippais en couleur tous les matins. Et je pense qu'en plus je suis tombée dans c'est une maison de haute couture. Ouais. C'était un studio ouvertement multiculturel. Ce qui n'est pas le cas de toutes les grosses maisons françaises, voilà. Donc quand même, il y avait plein d'éléments où j'avais plein de raisons pour me sentir bien, mais en même temps, t'es quand même à Paris. Toi, t'es quand même la villageoise. Et enfin, moi, j'avais toutes les raisons du monde pour flipper en couleur tous les matins. Et j'ai pris conscience aussi de, comment ça marche le système en fait. C'est-à-dire, ce sera pas juste ton travail. Faudra plus. Faudra des petits codes, des trucs que j'ai toujours pas compris. Mais, mais maintenant, moi, j'ai compris que je les avais pas compris. Alors du coup, je peux me débrouiller avec ça. C'est super. Vive Bruxelles. Et ton choix de Bruxelles s'est fait comment ? Je suis arrivée à l'âge de 18 ans à Bruxelles. En fait, il faut savoir qu'il y a aussi une petite partie de ma famille qui est en Belgique. Depuis plusieurs générations, on est frontaliers. Donc, on saute la frontière. On est français, après on est belge. Mais parce qu'en fait, il y avait... Enfin, dans ma famille, on croit très très fort au diplôme. En fait, il faut que tu décroches une école. Il faut absolument et tout. Et du coup, comme en France, c'est un peu chaud patate. J'ai entendu parler de la Cambre et j'ai tout fait pour y rentrer. Okay. Et j'ai eu cette chance-là. Et puis j'ai aimé vivre ici. Et puis ouais. Enfin, c'est pas très loin de là où vient ma famille, en fait. Voilà. Catherine Le Goff, toi, Bretagne, Bruxelles, je sais pas, c'est quoi ça? Pourquoi? En fait, j'ai même grandi en Normandie. En fait, ma famille était en Normandie. Et j'ai étudié à Paris, et où j'ai rencontré un Belge. L'amour. Je l'ai suivi. C'est vraiment original. Et donc, voilà. Et je suis restée. Voilà. C'est beau, ça. Ouais, hein, c'est original. L'amour. Non, mais en fait, pour dire vrai, je savais pas où aller. Parce que retourner en Normandie, c'était pas évident, c'était pas donné. Rester à Paris, impossible. Enfin, c'est insupportable, quoi. Enfin, surtout quand on n'a pas trop la santé. Le métro, tout ça, c'est vraiment l'enfer, quoi. On n'y pense pas, mais tous ces escaliers, tout ça, c'est vraiment l'enfer. Et donc, j'étais bien contente de pouvoir venir à Bruxelles. Et depuis, j'y suis restée. Voilà. Vous êtes posées toutes les deux à Bruxelles. Vous écoutez Sororité, Conversation with My Sisters, un podcast du studio Balado. Merci au public chaleureux qui nous accompagne.
Je ne me soucie pas de vivre dans un monde d'hommes. Si je peux y être une femme. Marilyn Monroe, actrice, artiste, chanteuse et musicienne. Vivre de son art, en tant que femme, est-ce possible maintenant, en 2022? Si c'est possible, pourquoi? Et si c'est impossible, pourquoi? Julie Menuge. Ben, écoute, quand je suis occupée à l'atelier boutique et tout, il y a des clients, ils rentrent, ils disent et vous arrivez à en vivre? Parle-nous de cette boutique. Où se situe-t-elle dans Bruxelles? Et pourquoi ton choix justement de ce lieu géographique qui a toute une histoire? Raconte-nous cette histoire. C'est une maison bruxelloise sur plusieurs niveaux, très étroite comme ça, traversée par des escaliers de bas en haut. Et elle est au 154 rue Blas. Et donc c'est un atelier boutique. Il y a l'atelier juste au-dessus de l'espace boutique. Et en fait, j'ai connu cette maison autrefois quand j'étais étudiante et que j'habitais dans le quartier des Marolles. Donc rue Blas, c'est dans les Marolles. Et à l'époque, cette maison, c'était tenue par un papy indonésien, paix à son âme, parce qu'il est décédé il y a quelques années, et ça s'appelait Bali Africa. Et le papy, il vendait des masques, il faisait des dépôt-ventes, je crois. Il faisait des dépôt-ventes antiquités pour plein de gens, et il avait des articles d'Afrique centrale et d'Indonésie. Et moi, j'allais lui rendre visite, et plus tard, après mes études, quand j'ai eu un peu de sous, je lui ai parfois acheté quelques pagnes. Lui, il s'en foutait du textile. Hein. C'était pas son business. Ça traînait là. J'ai dit, mais ça, c'est beau, ça. Et en fait, cette maison, je la connaissais, en fait. Elle était reliée avec la maison d'à côté et on l'a visitée. Et ça faisait un peu musée, quoi. On devait laisser nos sacs à dos en bas parce qu'il y avait des affaires partout. Tu savais pas circuler, vraiment, faire des grands mouvements. Et en fait, il y a la place du jeu de balle à côté. Hein, donc là, c'est le réemploi de matériaux et la récup, c'est un mode de vie depuis 150 ans. Donc, en fait, c'est pas trop étonnant que je me sois retrouvée là un jour, parce que c'est à moitié chiffonnier, moitié chiffonnière et moitié design, quoi. Ouais. Et moi, je me sens comme ça. Voilà. En grand écart sur les deux univers. Et alors, arriver à en vivre, ça dépend comment tu vis. En fait, j'en suis venue à la conclusion de devoir répondre ça parce que, en fait, c'est énormément de sacrifices. C'est énormément d'investissement, et puis pour pouvoir y arriver, il y a eu tout un cheminement, quoi. Cette boutique, je l'ai ouverte en 2019, j'ai eu mon diplôme en 2007, tout le parcours qu'il y a eu avant, ça a été faire des festivals, vivre en squat, faire des expos, organiser soi-même des événements avec des potes. Pour faire découvrir et aller-retour, quoi, tester toutes sortes de trucs. Et en fait, en vivre des hauts, des bas, des galères. Mais ce qui est beau dans ce quartier, c'est qu'on est une bande de nanas commerçantes, et puis on se serre les coudes, quoi. On se retrouve avec Gia, avec Vanessa, avec Mariama et d'autres. Enfin, c'est comme ça qu'on va s'en sortir, par la sororité, entre autres. Et là où tu en es actuellement, au niveau de... J'ai failli tout fermer la semaine passée. Hein. Je t'appelais en drama. J'en peux plus. Je ne sais pas. Non, c'est fragile. Mais ça fait partie du parcours, quoi. Ouais.
Et j'arrête de voir aussi, ah oui, j'ai ouvert boutique. Oui, ben quoi, en fait. Si c'est pour galérer, je pourrais travailler autrement, quoi. Et si j'arrive à la garder, c'est génial, mais moi, depuis que j'ai cette boutique, j'ai plus de voiture. Et puis, j'ose pas faire des enfants. Voilà comment on vit en tant que femme artiste, entrepreneur. Donc, tu fais des choix c'est en quelque sorte, malheureusement, des sacrifices où Ouais. on se remet, on se remet en question sans cesse. Mais c'est dû à quoi? On peut pas tout avoir. Je sais pas, ça dépend, je pense aussi comment les idées que t'as nourries depuis que t'es petit, ce qu'on t'a dit. Tu vois, la plus grosse trouille de mes parents, c'était que je me retrouve à galérer, à travailler comme couturière à l'usine, par exemple. Ça, c'était une des trouilles. Et du coup, c'était pour ça, vas-y, il faut que t'étudies. Non, t'as intérêt à étudier. Ouais. Tout. Du coup, tu vois, tu nourris des idées, tu te construis ta personnalité et avec les idées qui, soit tu les confirmes, soit tu t'en affranchis, mais en tout cas, t'es pas complètement déconnecté de ce qu'on t'a dit quand t'étais petit, quoi. Et ouais, après. C'est des combats au jour le jour pour maintenir le magasin, en fait. Ouais. Et pour pouvoir en vivre. Ouais, exactement. Et il y a des fois, ça suffit pas. Et si vous me voyez plus demain, là. Ah non, pardon. C'est pas grave, ok? Non, on fera des grosses fêtes et on fera des. D'accord, je reprendrai la route. Je ne te le souhaite pas, vraiment. Cette boutique ne paye pas de mine et c'est un rayon lumineux dans les Marolles. Donc, quand tu m'as justement confié que tu en étais arrivé à un burn-out, c'est déjà beau de pouvoir l'entendre, le comprendre par rapport à ce que tu me confiais. Et en même temps, je me dis, mais voilà, il faut en parler de cette difficulté qui est là du jour au lendemain. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va faire, et on est démunis. Et puis la sororité est là pour nous redonner confiance, pour nous nourrir, pour nous motiver, pour nous épauler. Et voilà, on prend une autre direction. Donc demain est un autre jour, mais on espère qu'il soit meilleur qu'aujourd'hui. Amen. C'est pas moi qui voulais parler, c'est toi. Le goff. Alors moi, d'office, je cherche pas à en vivre. Donc c'est un peu mon hobby, cerise sur le gâteau. Et j'ai pas besoin d'en vivre parce que avec mon handicap, j'ai une assistance. Donc voilà. Donc la question est un peu délicate peut-être. Non, pas du tout. Tu la prends comme tu la prends. Voilà. Je me rembourse de mes frais. Et d'ailleurs, je fais pas des prix très chers quand je vends une gravure ou quoi. Ouais, ça j'ai vu. Mais ça me rembourse mon petit atelier, c'est une petite économie parallèle, hein, mais je cherche pas à en vivre, heureusement, parce que sinon, j'aurais d'office pas la santé pour en vivre. Ça c'est sûr. Et si j'avais la santé, il faudrait que, comment dire, ce serait compliqué parce que ça voudrait dire avoir plus de notoriété, plus de contrats, ce serait un tout autre travail, quoi. Peut-être passer par l'illustration, l'édition. Je sais pas comment je gérerais ça. Donc pour l'instant, oui, moi c'est comme ça, c'est ma petite économie parallèle où je me rembourse de mes frais, quoi. J'ai un petit atelier que je loue pas trop cher. Mes encres, la presse, tous les frais. Je sais pas, quand je fais un vernissage, tout ça, j'ai quand même pas mal de frais. J'ai pas mon argent, je gagne pas d'argent directement, moi, avec mon travail. Voilà.
Et tu crois que la reconnaissance financière est importante aussi? Bah, je me demande quand même. J'ai l'impression que dans tout travail, c'est quand même important. Tout travail mérite salaire. Oui, mais non, c'est pas important pour vous? Je vous renvoie la question. Si, c'est important d'être bien, c'est quand même une reconnaissance, qui fait partie, je pense, des besoins, de nos besoins primaires, comme d'être nourri, d'avoir de l'amour, d'être comblé d'une certaine manière, d'avoir la reconnaissance. Ça peut être de ses sœurs, de ses pères, d'un clan. Mais une reconnaissance financière, c'est aussi pouvoir se dire que on a une certaine valeur qui est reconnue et qui permet de se valoriser intérieurement en se disant, ben voilà, je peux me chiffrer, quoi. Mais moi, la reconnaissance, je l'ai... en fait, ça m'aide beaucoup de faire de la gravure, de dessiner, parce que pour mes amis, notamment pour mon clan, comme tu disais tout à l'heure, je suis pas Catherine handicapée, je suis Catherine qui dessine, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on me connaît, Catherine qui grave. Mais c'est délicat, c'est une question délicate, parce que, par exemple, si je me présente, on me dit, tu fais quoi, toi? Alors maintenant, souvent je dis je dessine, mais la véritable question, c'est mon revenu, il vient pas de mon dessin. Donc c'est pas mon mode de reconnaissance, c'est pas le mode de reconnaissance direct, quoi. C'est vraiment délicat comme question. Oui, ça mériterait débat. Ça me turlupine. En fait, là où moi ça me turlupine quotidiennement, c'est que je me dis tout le temps, allez Catherine, il faudrait que tu travailles, parce que j'aimerais avoir cette reconnaissance financière. Mais alors, ça voudrait dire surmonter le handicap, la fatigue, parce que j'ai beaucoup de fatigue à cause de ma maladie. Donc, je commence à me mettre une question impossible, quoi, épineuse, qui est vraiment un truc de fond, parce que ça fait 25 ans que j'ai pas mis le pied dans un bureau pour travailler. Mais régulièrement, je me dis, Catherine, il faut que tu travailles, parce que je voudrais avoir cette reconnaissance financière. Mais la reconnaissance de mes pères, je l'ai quand même. Surtout, ça reste une pression, en fait. Ouais. Ça reste vraiment une pression quotidienne, invisible. Et malgré mon travail de gravure, c'est-à-dire que la pression, elle est double. Je vais faire mon travail de gravure, je vais faire mon boulot, je vais être contente, mais la pression d'une vie plus normative, elle reste là tout le temps. Et cette pression, on la ressent à fond. Mais quand tu m'as posé la question, je t'ai fait une tête tout à l'heure, je dis genre, passe à Julie. Mais oui, mais toutes, justement, en étant, je dirais, femmes, dans une société, on va le redire, mais on va le redire quand même, patriarcale, je veux dire, c'est quand même assez compliqué, quotidiennement, de pouvoir être. Et de pouvoir exercer son savoir-être sans être dans la combativité, sans être dans avoir toutes ces injonctions qui nous poursuivent depuis l'enfance jusqu'à où on n'arrête pas tous les jours de se remettre en question pour se mettre en avant. Et quand on essaie de se mettre en avant, soit au niveau de nos compétences ou soit au niveau de ce que l'on est, on essaie de nous faire taire et que l'on reste dans justement invisible et silencieuse. Toi, tu as cette intersectionnalité, je dirais, à ton niveau, qui est d'être femme, qui a un handicap. Moi, je suis une femme noire. Pour certains, c'est un handicap. Moi, je ne le considère pas comme un handicap parce que j'ai dû justement retravailler et me dire que c'est une force et une richesse. Donc le regard de l'autre n'est pas forcément le regard que je me porte. Et donc voilà, c'est un combat quotidien. Je suis aussi mère solo avec 2 enfants à charge, avec des contraintes. C'est de savoir jongler et d'être Shiva et de savoir jongler entre beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités qui ne sont pas choisies.
C'est ça le problème aussi, c'est de se dire que ce n'est absolument pas choisi, et même si ça l'est, on nous autorise pas à la choisir. Et donc c'est un peu imposé, et puis par la force des choses, on est obligé d'agir. Et donc c'est pour ça qu'on a ces diverses casquettes qui sont infirmières, qui sont dans le care, ou qui sont dans le soin de l'autre, quoi. Et surtout quand on est une mère, c'est d'être une mère et de pouvoir gérer tout ça. Donc cette plus-value, c'est l'argent. C'est se dire que voilà, je suis compétente et je peux gérer indépendamment et de manière autonome mes enfants. Je peux payer mon loyer seule, même si le père est entre guillemets là, mais se dire que je suis indépendante et que je ne dépends de personne. Et que je peux vivre, voilà, et me dire, je vais pas compter mes sous à la fin du mois parce que j'ai des charges à payer au niveau des articles que mes enfants utilisent parce qu'ils sont dans une école d'art et que je les perds, ça coûte la peau du cul, quoi. Donc du coup, placement de pub. Faut attendre le jour de l'anniversaire. Voilà. Et donc voilà. Donc oui, je veux dire, le fait qu'on fasse cette émission, c'est pas pour rien. On est diverses, on est hétérogènes, mais on est aussi homogènes. On se retrouve, nos parcours commencent à se retrouvent. En fait, dans cette question, ce qui est incroyable, c'est la pression intérieure qu'on peut se mettre la pression invisible et intérieure qu'on peut se mettre soi-même. Parce que tu parlais des injonctions sociétales, mais c'est aussi, on les retrouve à l'intérieur de nous-mêmes, mais d'une manière. Et ça sera peut-être le projet d'un prochain film. Je vais poursuivre par rapport. Essayer de voir une petite note d'espoir, même si voilà, le débat est assez l'échange, c'est même pas un débat, c'est une discussion, est assez lourde de sens, et on va vraiment dans le fond des choses. J'aime beaucoup la direction que ça prend. On parlait de vivre de son art, on parlait aussi de la sororité, de cette aide, tu en parlais, qui comment dire, fédératrice, qui peut être un moteur quand on est face à des difficultés, ou même quand on est bien, il faut le dire aussi, la sororité est là pour faire du bien. Comment elle s'est traduite pour toi? On va essayer de clôturer sur ça, et peut-être essayer de voir quelle serait la définition qui vous caractérise le plus au niveau de ce que vous attendez de cette sororité, et quel est le conseil que vous pourriez donner à celles qui nous suivent, justement, cette petite note d'espoir, en se disant que la sororité, c'est... Alors, je peux dire personnellement que je parle en jeu. Cette sororité, moi, elle me construit. Elle est à l'écoute, et elle m'entend. Elle me porte et elle m'emporte. Ses épaules sont larges, et elle m'aide à me sentir être dans les tourbillons de la vie. Voilà, je m'arrête là. Eh bien moi, la sororité, je la relie à tisser des liens, en fait. Tu vois, je vois le truc comme un maillage ou une toile, un tissage. Un truc où, en fait, si tu enlèves un fil, il y a un truc qui va pas trop bien, il y a tous les autres qui tiennent le truc ensemble. Mmh. Et le réseau, en fait. Enfin, comment ça t'aide à trouver ta place, effectivement, et à te rappeler que t'es pas nul, en fait. Et que non, enfin, que, je sais pas, que t'es capable d'apporter du bonheur aux autres, et que rien que pour ça, ça vaut le coup d'être vécu, et souvent, ça te revient, en fait. Ça te revient dans les causeries. Enfin, moi, je la mets en image comme ça, dans les échanges, dans les moments, en fait. Et... je suis émue. Juste rappeler que ça existe, quoi.
C'est hyper important. Catherine Le Goff. Ouais, je pense que, en fait, j'ai jamais vraiment pensé en termes de sororité. J'ai pensé aussi les choses en termes d'amitié avant. Je me posais la question comme ça. C'est savoir saisir des perches, tendre des perches et se dire que, comme on disait tout à l'heure, un petit hasard peut déboucher sur des rencontres, des constructions, d'échafaudages qui sont parfois un peu précaires au début, mais qui se solidifient. Des rencontres qui débouchent sur d'autres rencontres. C'est des liens, tisser des liens comme ça. Et oui, qui nous reviennent. C'est un échange en permanence. Et je renverrai au sentiment que je sentais avec ma grand-mère, quoi. C'est la chaleur et la tendresse qu'on sent, quoi. C'est cette chose toute douce qui fait que le soir on s'endort en pensant à un bon moment qu'on a passé et que ça nous remplit de chaleur, quoi. Ouais. Ça allait me faire pleurer, là. La liberté de la gentillesse. Sororité, ça me fait penser à... Tu vois, j'ai eu une discussion avec une sista cette semaine et elle vient de Paris, elle découvre ici, elle dit mais c'est génial et tout, waouh, vous êtes trop sympa. Je dis oui. Je dis, tu sais, pendant longtemps, les gens, ils pensaient que, quand on est gentil, ça veut dire qu'on est con. C'est pas vrai. Quand on est gentil, ça veut dire qu'on est gentil. Et sororité, ça veut dire créer un cadre où on a la liberté d'être gentil. Les unes envers les autres, les uns envers les autres. C'est ça, en vrai. Waouh. Oui. Je suis d'accord. Ma sœur, elle dit toujours... C'est d'être gentil qui est normal. J'essaie de me remettre de ça. Merci infiniment, Catherine Le Goff et Julie Menuge, d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci à toi. Merci à toi, Rokia. C'était Sororité, conversation avec mes sisters, Catherine Le Goff et Julie Menuge. Ce podcast a été enregistré en public à la Bellone, à Bruxelles, le mercredi 8 juin. Merci à mon producteur et réalisateur, Michel-Ange Vinti. La production est assurée par Julien Barbier. Illustration dessinée par Patrick Cruz. Merci à l'équipe de la Bellone, Mylène Lozon, Florent Garnier et Olivier Cochot, qui est juste là derrière vous. Sororité est une production du studio Balado, association sans but lucratif. Vous pouvez nous contacter sur Instagram et Facebook ou nous écrire directement à l'adresse studio@studiobalado.com. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci au public présent et merci pour votre écoute. À bientôt. Ciao.